Bonjour, docteur Stéphane Résimond, bienvenue et merci de vous prêter au jeu de l'interview. Bonjour Donc, Isaline. bonjour, merci. Donc, je vous interview aujourd'hui dans le cadre de votre livre publié chez Medicatrix aux éditions Marco Pieter, les Oui. vitamines D3, K2, vitamines essentielles au quotidien pour tous. Donc, pour les non-avertis, notre public non-averti, est-ce que vous pourriez voilà, nous expliquer un peu la vitamine D, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce on doit s'en complémenter absolument, et est-ce que c'est un sujet de saison? Alors la vitamine D, contrairement à ce que le grand public croit, c'est pas qu'une vitamine, c'est une hormone également. Et comme vous le savez, quand on manque d'hormones, on dysfonctionne complètement, hein. C'est ainsi qu'un homme qui n'a pas de testostérone, il déprime, il perd toute sa masse musculaire osseuse. Une dame qui a plus ses oestrogènes, progestérone, elle augmente son risque de cancer du sein, elle va perdre sa libido, elle va perdre sa masse osseuse musculaire, ses cheveux, etc. Eh bien, la vitamine D, elle est tout ça à la fois, parce que la vitamine D est assez étonnamment dérivée d'une molécule que les gens détestent, et pourtant qui est géniale pour la vie, ça s'appelle le cholestérol. Et sans cholestérol, on ne serait pas en train de se parler, on ne serait pas là tout simplement. Donc ce cholestérol, c'est une molécule capitale à tout point de vue pour la santé, mais également c'est le précurseur de la vitamine D. Donc ça part de là que la peau le fabrique. Et c'est le cholestérol est également précurseur des hormones stéroïdes qu'on appelle le cortisol, l'aldostérone, la testo, les oestrogènes, la progestérone. Et assez étonnamment, vu sa structure, la vitamine D a un effet très proche de ces hormones stéroïdes. Donc la vitamine D a un effet anti-inflammatoire. Hein, donc on a moins mal, on est moins inflammé, comme le cortisol le permet. Sans cortisol, on crèverait de douleur. Elle a un effet anabolique, la vitamine D, comme la DHEA, comme la testo, comme les oestrogènes et comme l'hormone de croissance, mais qui est une hormone peptidique et pas une hormone stéroïde. Donc sans vitamine D, on perd sa masse cartilagineuse, osseuse, donc c'est arthrose, osteoporose, c'est sarcopénie, perte de masse musculaire. Et elle a également un effet immunogène. Donc en gros, la vitamine D stimule l'immunité, comme la DHEA. Également la DHA, il faut savoir que c'est une pro-hormone, l'hormone c'est encore controversé, mais c'est une cause majeure de baisse de l'immunité, cette DHA, comme la vitamine D d'ailleurs. Et dans nos pays, je dirais, on n'est pas tous les jours sur la plage au soleil en maillot de bain, eh bien il faut prendre la vitamine D tous les jours, tout simplement, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est capital. On diminuerait de certains cancers de l'ordre de 60 à 80% si tout le monde avait des bons taux de vitamine D. On diminuerait certainement de 10 à 20 fois le risque de maladies auto-immunes telles que sclérose en plaques, polyarthrite, maladie d'Hashimoto également, lupus, si tout le monde avait de la vitamine D quotidiennement. On diminuerait également, on augmenterait certainement la durée de vie. Également, les maladies infectieuses seraient drastiquement diminuées. On le voit, quand une toute dernière étude vient de sortir qui montre que la vitamine D capitale, par exemple, pour se défendre contre la Covid, c'est peut-être la première cause de mortalité par ce virus qui n'est pas du tout méchant si on a une bonne immunité. Et bonne immunité, ça passe par la vitamine D, la DHA, passe par le zinc, le fer, un bon biote intestinal. Enfin, je peux vous en parler pendant des heures, parce que j'ai écrit un petit bouquin là-dessus, qui a mon collègue allemand, donc docteur Jacob. Et voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, qu'il faut l'associer, toujours l'associer lorsqu'on a une bonne dose, donc à dose efficace. Alors, c'est quoi une dose efficace? Donc, il faut choisir associer la vitamine K2, hein, qui est un peu et à la vitamine A également d'ailleurs. En fait, qu'est-ce que je veux dire par dose efficace? C'est que les doses qui étaient préconisées jusqu'aux années 80, 85, là où j'ai fini ma médecine, étaient ridiculement beaucoup trop basses. On était vraiment dans l'erreur. Vers les années 90, 90, on a augmenté les taux recommandés, ce qui était bien, mais c'était encore bien insuffisant. Et finalement, les taux santé recommandés actuellement n'ont plus rien à voir à ce qui était décrit il y a 30 ou 40 ans. Or, beaucoup de médecins, malheureusement, sont restés sur leur connaissance d'il y a 30 ou 40 ans. Donc, en clair, quand je suis à la médecine, on recommandait 200 à 400 unités par jour de vitamine D pour un adulte. Maintenant, on en recommande entre 8 et 12 000. Donc, ça a fortement changé. Et grand principe, à moins que vous viviez sur une plage, en string, au soleil, ou bien que vous mettiez en maillot de bain 20 minutes par jour au soleil, c'est impossible d'avoir des taux de vitamine D corrects. Oui, donc ça veut Alors bien dire que maintenant, pardon, je vous interromps, ça veut bien dire que la non, vitamine D, c'est pas que pendant l'hiver.
Ah non, 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 pas du tout. Quand on dit je fais ma petite cure de vitamine D en hiver, c'est complètement faux. À un point tel que vous prenez votre vitamine D à bonne dose, hein, je sais pas, vous pesez peut-être 60 kilos, mais disons vous prenez 6 7 000 unités par jour avec la vitamine K2, et puis vous essayez de partir en vacances une semaine, 2 semaines ou même 3 semaines au soleil, ne l'arrêtez surtout pas, parce que le fait de partir 15 jours au soleil ne va rien changer à votre taux. Maintenant, si vous partez à Tahiti 3 semaines sur la plage, là vous pouvez l'arrêter, il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc, la vitamine D, est-ce que c'est bon pour toute la population des enfants de 0 à 67 ans, comme on Euh, dit, ou On recommande même des doses beaucoup plus fortes chez les petits bébés, les nouveau-nés, puisqu'on recommande jusqu'à 1000 unités par jour. Par rapport au poids, c'est beaucoup, puisqu'ils font pas 10 kilos. Et je dirais des enfants plus grands, ben, on recommande en moyenne 1000 unités par 10 kilos. Et un adulte, attention, les dosages sanguins sont très importants parce qu'il y a des personnes qui n'assimilent pas la vitamine D pour des raisons génétiques. Le transporteur intestinal peut être pas très efficace. Les personnes en surpoids qui ont beaucoup de gras, la vitamine D va se perdre dans le gras, ce qui explique d'ailleurs que Mhm. ces personnes en surpoids ont beaucoup plus de diabète par manque de vitamine D dans le sang, ont beaucoup plus de cancers, que ce soit du sein chez la femme ou de la prostate chez l'homme. Donc l'obésité n'est pas qu'esthétique, elle entraîne beaucoup de complications, dont des cancers. Et une des causes est également, en cas de surpoids, malheureusement, quand la vitamine D est perdue dans le tissu gras, dans les bras, dans les doigts, un peu partout dans le ventre, eh bien la vitamine n'est plus dans le sang pour avoir son rôle de stimulateur de l'immunité. Et donc ça explique que la plupart des Covid qui étaient intubés lors du premier virus en 2020, eh bien, c'était des personnes en surpoids, c'était des obèses qui étaient aux intensifs avec des tubes en bouche. Les mains, c'est beaucoup plus de chances de ne pas arriver jusque-là. Ouais. Et alors, ben, juste avant, vous abordiez déjà la vitamine K. À quoi elle sert concrètement? Pourquoi est-ce qu'il faut la Alors, complémenter avec la vitamine D? je dirais la vitamine K va un peu, je dirais, va pas un peu, beaucoup empêcher de calcifier les tissus mous. Alors, quand on calcifie une artère, ça s'appelle l'artérosclérose, hein. Les gens croient encore que c'est le cholestérol qui bouche une artère. Que nenni, c'est le calcium qui se dépose et le cholestérol n'arrive que par après. Donc, c'est pas le vrai coupable, hein. On tape dessus depuis des années avec des statines à tort, c'est pas lui qui est le responsable. La vitamine K va également empêcher de constituer des calculs de calcium dans les reins et dans les vésicules biliaires. Donc, ça va avoir un effet préventif des calculs. Parce qu'évidemment, quand on va utiliser des doses de vitamine D à taux suffisant pour éviter des cancers, des maladies auto-immunes et d'autres choses, il faut absolument que la vitamine K soit présente. Ce qui n'est pas un problème quand on mange certains aliments fermentés, comme le soja, le natto et des choses comme ça, mais dans nos pays, comme on n'a pas la culture de ces aliments-là, on doit vraiment ajouter la vitamine K. Et là, également des effets propres. La vitamine K a également un effet donc préventif de certains cancers, donc et prévention cardiovasculaire également, c'est ce qui est logique puisque on peut imaginer qu'une artère coronaire ou une artère se bouge dans le cerveau, mais c'est par des dépôts de calcium, donc si la vitamine K basse, parce qu'on ne mange pas assez, est une des causes de qualification, surtout si on prend beaucoup de vitamine D. Donc Oui. ils vont ensemble. Et je vais même dire autre chose, c'est que le récepteur à vitamine D est intracellulaire et pour être activé, il a besoin de vitamine A. Donc prendre de la vitamine D alors qu'on a des taux de vitamine A trop bas, eh ben c'est pas bon non plus. Donc Comment est-ce qu'on peut savoir notre taux de vitamine D, K, A? Est-ce que c'est essentiel d'avoir une prise alors de la vitamine sang ou un K, test d'urine voilà. ou... Alors la vitamine K2, donc attention, les gens confondent également vitamine K1, K2. Donc la vitamine K1, celle qui a un gros rôle en coagulation. Et il faut faire attention qu'on est sous antivitamine K pour ne pas faire de thrombose. Certains croient encore qu'on peut donner de K2, c'est faux. On peut la donner, mais c'est la K1 qui est en cause, donc ça n'a rien à voir pour la coagulation, je précise. Mais comment on peut savoir si on a cette vitamine D? Ben, on fait un dosage sanguin. La K, on la dose rarement, on peut, mais c'est pas très important. La vitamine A, c'est très important également. Et je vais vous dire un truc, c'est que moi j'ai connu quand j'étais à l'école, je suis ordonné, j'étais à une petite école de village, et je me souviens, je recevais en hiver une cuillère d'huile de foie de morue quand j'arrivais à l'école. Et nos ancêtres avaient capté, sans prise de sang, sans rien, que les gosses et les adultes qui prenaient ce genre de nourriture étaient en bien meilleure santé à tout point de vue. Et il n'y avait pas de dosage sanguin. Et puis on a arrêté stupidement ça, parce que je me souviens, après l'âge de 6 7 ans, j'ai plus connu cette huile de foie de morue. Et depuis là, on est tous carencés. Dans ce cas, dans cette huile de foie de morue, ça veut dire quoi? Il y a des oméga 3, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine A. Donc c'est une bonne habitude qui avait été instaurée au cours de l'évolution, a été arrêtée. Et on doit bien, résultat, on doit se complémenter.
Et donc, du coup, la vitamine, donc voilà, vous expliquez que la vitamine D active les gènes. Hmm. Euh, enfin, est-ce qu'elle le fait avec la vitamine A et enfin, voilà, quel est le rôle de la vitamine A? C'est-à-dire que le récepteur cytoplasmique, qui doit à peu près après se nucléariser pour gérer les gènes, a besoin de vitamine A pour fonctionner. Donc il y a vraiment, on peut dire que la vitamine A ouvre la clé du récepteur. Et on voit ça par exemple au niveau thyroïdien. Bon, moi je m'occupe beaucoup de thyroïde. L'hormone active, la T3, je ne parle pas de la T4 qui est inactive et que beaucoup de médecins prescrivent encore seuls. La vitamine, donc la T3 a besoin pour que son récepteur fonctionne, pour agir, donc pour ne pas avoir froid, être trop gros, constipé, fatigué le matin. Donc cette T3 a besoin de vitamine A et de vitamine D. Il faut les deux. Ouais. Et alors, au niveau de la D et la K, il existe des produits Oui, comme le voilà, nomme donc il votre faut. livre, des 3K2, où on retrouve les deux. Est-ce que ça Voilà. suffit? Ah, oui, ça suffit, tout à fait. Alors, la vitamine K, il n'y a pas de surdosage possible, c'est impossible. Donc, les études montrent qu'on peut aller très haut sans souci. Et moi, je dois avouer, quand j'ai un patient qui a des calcifications rénales ou vésicales, ou bien qui a une épaule avec des calcifications dans l'épaule, avec des douleurs, eh bien, je monte mes doses de vitamine K très élevées. Je mets du 3, 4, 500 microgrammes. Mais, et, pour contrebalancer l'effet éventuellement procalcifiant de la vitamine D. Ouais. Mais toujours les deux en même temps. Alors maintenant, les jeunes, quand j'ai un gosse, jusqu'à l'adolescence, je ne prescris pas de vitamine K. Ça dépend. C'est pas mauvais de le faire, mais j'ai pas le réflexe de le faire en tout cas. Et alors, voilà, si on n'a pas le temps d'aller faire un bilan sanguin ou qu'on le reporte, quels sont les signes d'une carence en vitamines D, K ou A? Bah, il n'y a pas de signe spécifique parce qu'on va me dire fatigue, dépression, mais un manque de B12 peut donner fatigue, dépression, un manque de B9 la même chose, un manque de magnésium la même chose, donc c'est pas des symptômes spécifiques. Maintenant, évidemment, un symptôme spécifique serait de faire une radiographie et de voir qu'il y a des gènes d'ostéoporose, mais là c'est trop tard. Hein. Je veux dire, l'ostéoporose, quand elle est là, perdre de l'os c'est facile, mais en regagner c'est vachement dur. Donc, et gagner de l'os, c'est pas que vitamine D, vitamine K. Pour avoir de l'os, il faut des bons oestrogènes aussi bien chez la femme que chez l'homme d'ailleurs. Un homme qui manque d'œstrogène peut avoir de l'ostéoporose. Il faut une bonne testo, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Il faut également avoir une bonne DHA, une bonne hormone de croissance. Il faut avoir des chocs dans l'axe. Il faut avoir du magnésium, de la silice. Et j'ai oublié quelque chose. Vous savez quoi? Le calcium. Eh bien, c'est fait exprès. Le calcium, finalement, c'est une fausse, je dirais, information qui circule, qu'on voit le calcium recalcifier les os. Si on mange des légumes, des légumineuses, on a largement assez que l'alimentation. Donc un supplément en calcium ne va en rien régler un problème de perte osseuse. Donc je répète, qu'on arrête de donner du calcium à forte dose avec un petit peu de vitamine D. Comme il y a des compléments, il donne 500 mg de calcium et il donne 200 unités de vitamine D. Et le médecin traitant donne ça à toutes leurs patientes en ostéoporose. Ça ne sert à rien du tout. Il faut traiter la ménopause, tout simplement. Et la préménopause surtout. Si vous deviez conseiller votre livre, là je reviens plus sur votre livre. Parler Est-ce parler de celui-ci. Oui, c'est ça, de Voilà, celui-là. ok. C'est bien de Alors, là. Je ne non, je l'avais voudrais pas sous faire une la main. remarque concernant ce petit bouquin. C'est que c'est la deuxième édition. Et en fait, dans ce Mhm. petit bouquin, on a repris toutes les études il y a 2 ans qui montraient le lien qu'il y avait entre Covid et vitamine D. Euh, Même ça, je n'osais pas mettre sur mon Facebook parce qu'il y avait le mot Covid dessus. Covid est un mot interdit, censuré. Mhm. Voilà. Donc ce petit bouquin, ben voilà, il y avait une cinquantaine déjà d'études, depuis il y en a bien plus, qui montraient qu'il y avait un lien direct entre une vitamine D basse et le fait d'avoir des Covid graves, voire intubation, voire en mourir. Et malgré que, enfin, je veux dire, ça devrait se savoir, j'ai encore jusqu'à un an et demi d'ici, lorsqu'il y a des Covid assez symptomatiques, des patients qui étaient passés aux soins intensifs intubés, qui en étaient sortis, ils n'avaient toujours pas de vitamine D en traitement de fond. Les médecins qui font ça, les médecins traitants qui font ça, sont des assassins. Tous les patients, tous, devraient être sous des 3K2, tous. 3000, c'est la norme, c'est le taux officiel qu'on peut donner. C'est faux, c'est beaucoup plus que ça. Et du coup, pour un patient qui a un Covid ou pour éviter le Covid, je vais dire, vu qu'on Ouais. entend de temps en temps qu'il revient, Ben voilà, mais vous conseillez dire qu'il faut, quelle dose minimale? il faut avoir des taux sanguins qui sont au-dessus de 80-90 nanogrammes, au-dessus de 80-90. Donc en nanomol, ça fait au-dessus de 180-200.
Et ça dépend de la stature du patient. Est-ce que c'est un homme qui fait 40 kilos tout mouillé ou qui fait 150 kilos tout gras? Donc on peut pas uniformiser. Il faut quand même à un moment donné faire un dosage sanguin. Mais en moyenne, je dirais, quelqu'un qui fait 70, donc 70 kilos, 80 kilos, ben, je dirais entre 8 et 10 000, on est certain de ne pas être surdosé. Surtout si on Ouais, met la K2, pas de souci. Parce que même les surdosages qui sont au-dessus de 160, 180 nanogrammes, même si à la K2, on voit qu'on n'a pas les effets calcifiants, parce que le calcium, en cas de méga surdose, peut calcifier aussi les faisceaux de conduction cardiaque, arythmie cardiaque, peut calcifier également le cerveau, donc il faut toujours la K2 avec, toujours, toujours. Elle a un effet protecteur, elle a des effets propres, anti-cancer, anti-diabète, etc. ok. Bah, écoutez, super intéressant. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, peut-être à dédier votre livre, si c'est à des collègues Oui, quand ou même. à un Toujours, confrère. toujours prendre de la vitamine D avec du gras. Donc la vitamine D, elle est lipophile, donc si vous mangez ça avec un jus d'orange le matin sans rien manger, elle n'est pas absorbée. Et comme le matin, c'est le repas principal, c'est là, c'est le matin où on mange le repas riche, protéiné et gras. Idéalement, ça prend le matin. Beaucoup de collègues le prescrivent le soir parce que les patients mangent mal. Il y a beaucoup de patients qui mangent le repas principal le soir. Alors, souvent, les collègues le font prendre le soir.